Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque jour de la semaine, à la fin de cette édition, on retrouve le journal de bord de la Transat Bretagne-Martinique. Aujourd'hui, Pauline Ferco s'est intéressée à une question essentielle, la sécurité des skippers. Mais avant de plonger dans l'ambiance de la course au large, un coup d'œil sur l'actualité de ce jeudi 14 mars 2013 dans le Finistère. Coup dur pour les Bretonnants. Le projet de loi pour la réforme constitutionnelle de la charte des langues régionales a été une nouvelle fois reporté. Le texte devait être examiné en Conseil des ministres ce mercredi. L'examen n'a pas eu lieu. La ratification à l'échelle européenne est donc également reportée. Le point avec Julie Sicot. Depuis 1999, l'affaire n'est toujours pas conclue. La France a bien signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, mais elle ne l'a toujours pas ratifiée. Certains points de cette charte s'opposent à notre Constitution, il faut donc la modifier. Plusieurs députés avaient demandé une révision de la Constitution, mais le Conseil d'État s'y est opposé. Si le blocage institutionnel est fort, il ne sera pas possible de faire évoluer le statut des langues de France de manière significative dans la période à venir. Pour les associations de défense de la culture bretonne, cette décision va à l'encontre de tous leurs projets et pourrait même bloquer certaines mesures. Suite à une décision du Conseil constitutionnel, on ne peut pas imposer, par exemple, un enseignement des langues régionales dans certaines régions, comme on peut imposer l'anglais aujourd'hui. L'anglais, il est imposé dans la loi. On ne pourrait pas faire la même chose pour les langues régionales, ne serait-ce qu'une initiation, ça pourrait être considéré comme contraire à la Constitution. Même si la charte n'a pas été ratifiée, le breton n'est pas si mal loti. La région a fait de gros efforts pour promouvoir la langue. Le breton, par exemple, en Bretagne, ici, a quelque peu le statut, pas tout à fait encore d'une langue officielle, mais il y a une sorte d'officialisation de l'usage de la langue, du fait des politiques linguistiques qui ont été adoptées par la région. Malgré tout, un statut national permettrait d'asseoir légalement la place des langues régionales en France. Le pays est un des derniers à ne pas avoir ratifié ce texte en Europe. Comment a été accueillie l'élection du nouveau pape, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, qui a pris le nom de François, par la communauté catholique du Finistère? Julie Sicot a rencontré Monseigneur Jean-Marie Levert, l'évêque du diocèse de Quimper et Léon. Je ne sais pas quelle réaction il y a eu par celle de mes prêtres et quelques prêtres que j'ai eu hier soir, ou ceux que j'ai vus ce matin, qui sont plutôt heureux d'avoir ce pape qui est manifestement une très très belle figure. C'est le premier pape non européen, un pape qui vient du continent le plus peuplé de catholiques, il y a le plus grand nombre de catholiques, le premier jésuite dans l'histoire de la papauté, et qui prend le nom de François, qui est un nom assez extraordinaire. François d'Assise étant à la fois un homme de joie, l'homme de la paix, l'homme du dialogue en son temps avec les autres religions. François d'Assise va aller à la rencontre des musulmans à l'époque. Puis François, c'est l'homme des pauvres, c'est aussi l'homme de la création. Et on continue avec l'image du jour. C'est cette photo très précise du cerveau réalisée à l'hôpital de Brest. En ce moment, c'est la semaine nationale du cerveau, peut-être l'organe le plus difficile à observer. Et pourtant, à l'hôpital Morvan à Brest, le service de médecine nucléaire met en service un nouveau procédé d'imagerie médicale baptisé TEP pour tomographe par émission de positons. Explication avec Xavier Patrijon qui nous présente cette machine de pointe. À mi-chemin entre la science-fiction et l'imagerie médicale, il y a la médecine nucléaire. Cette spécialité permet d'étudier l'organisme sous toutes ses coupes, et notamment le cerveau. Jusqu'à présent, les images effectuées du cerveau restaient sommaires. Les anciennes
modalité de scintigraphie permettait d'essayer d'aider le neurologue en apportant des éléments un petit peu grossiers quant au fonctionnement global du cerveau, aidant à la caractérisation de certaines maladies comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Des évolutions ont permis d'avoir un certain nombre de traceurs beaucoup plus spécifiques, comme Philippe va nous le montrer, qui permettent cette fois-ci non pas de s'intéresser aux démences mais à la maladie de Parkinson. Et depuis 5 mois, ces avancées sont complétées d'un nouveau procédé, encore plus précis, alliant le tomographe par émission de positons, installé depuis juillet 2012 à Brest, et de nouveaux traceurs spécifiques. Le principe reste le même. Jusqu'à présent, on injecte au patient un produit qui va venir un petit peu évaluer le fonctionnement des neurones, mais avec une résolution et une qualité de l'image beaucoup plus fine, permettant de mettre en évidence des anomalies qui sont beaucoup plus précoces et donc d'essayer d'améliorer vraiment le diagnostic des problèmes de connaissance ou des troubles de la mémoire. Ce traceur de cette substance qui s'accumule dans les neurones pathologiques, ou dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de neurones pathologiques, vient d'avoir en France une autorisation de mise sur le marché et nous permettra de réaliser des examens remboursés par la Sécurité sociale dans ce type d'indication, donc depuis janvier. C'est cette obtention de l'autorisation de mise sur le marché qui avait déjà été donnée aux États-Unis en fin d'année dernière. De nouvelles images et de nouveaux produits plus précis qui permettront d'en apprendre beaucoup plus sur les maladies neurologiques d'ici quelques mois et pourquoi pas de découvrir de nouveaux mystères du cerveau. Et c'est désormais le moment de retrouver le journal de bord de la Transat Bretagne-Martinique. Ce jeudi, Pauline Ferco et Fabrice Locke se sont intéressés à une question essentielle, la sécurité des skippers. Je vous laisse en compagnie de Pauline. Et pour notre part, on se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous. Bonjour à tous, bienvenue au port du Château, à Brest, où comme chaque jour on fait le point sur la Transat Bretagne-Martinique. Alors ce jeudi c'était le jour du briefing sécurité auquel assistent les skippers. Et justement aujourd'hui ils nous en disent plus sur les dangers qui les attendent pendant ces 15 à 20 jours seuls en mer. C'est parti. On est maintenant avec Erwan Tabarly qui court sur le Figaro Armor Luxe Comptoir de la Mer. Erwan, bonjour. Bonjour. Alors c'est ta 4e transat en solitaire. Une transat en solo, c'est pas anodin, il y a des risques, il y a des dangers. Toi, c'est quoi qui te ferait le plus peur ? Le principal danger, c'est tomber à la mer pour un solitaire. Il faut tout faire pour rester à bord. On a une télécommande pilote, par exemple, du pilote automatique que j'ai particulièrement toujours au bras, qui est relié à ma centrale électronique. Donc ça, c'est une aide. Ça veut dire que si on tombe à l'eau, le pilote va se bloquer et va pousser la barre. On peut espérer pouvoir remonter à bord, mais de toute façon, la règle, c'est toujours de ne pas tomber. Parce que c'est assez rare de démater en Figaro. C'est arrivé pour la première fois lors de l'édition précédente. Mais un dématage ne nous met pas en danger. Le principal danger, ça peut être heurter un container ou un navire. Donc là, on peut avoir un trou dans la coque, une voie d'eau. Ça peut être beaucoup plus problématique que de perdre son mât. Et puis se faire mal, se blesser. Que ça peut aussi bien nous handicaper, voire être obligé d'abandonner la course. Donc il faut faire attention à tout ça. Bon, en tous les cas, nous, on ne souhaite rien de tout ça. On souhaite que ce soit une belle transat, que ça se passe bien. Et puis, bon vent, Erwan. Et je me trouve maintenant avec Gilda Morvan. Et quand on parle de sécurité, on s'adresse à Gilda Morvan parce qu'avec ta 6e transat en solitaire déjà, c'est ça ? Ouais, 6e transat. J'ai dû faire 4 transats en solitaire en Figaro-Beneteau, plus la route du Rhum, qui est aussi sur le même parcours, donc ma 6e transat. Alors, la sécurité en mer, ça passe par quoi pour toi avant tout sur une transat en solo ?
Déjà au départ, en fait on a des contrôles avec les jaugeurs de la Fédération française de voile, donc déjà qui contrôlent tout le matériel sécurité, que ce soit les harnais, les gilets gonflables, les longes, le radeau de survie, les différentes balises qu'on a à bord. Et après là, c'est le briefing de sécurité qui nous rappelle un peu les bases, les règles de la sécurité, et puis surtout avec l'intervention de l'Envéoc, les hélicoptères de l'Envéoc qui nous expliquent comment, si on se fait élitroyer, quelle manière, leur technique d'élitroyage, ainsi de suite, et de recherche aussi si on faut rechercher quelqu'un. Une des choses importantes qui peuvent être dangereuses aussi, c'est les OVNI, ces objets flottants non identifiés. Il n'y a pas vraiment de moyen de les détecter, ça c'est comment, c'est à vue, mais quand il fait nuit, comment vous faites ? C'est vrai que c'est pas facile, hein. On a aussi les cargos, parce qu'on va quand même sortir de Brest, donc il y a quand même beaucoup de trafic de cargos, il y a aussi beaucoup de bateaux de pêche dans les alentours, donc il y a tout ça, faudra être vigilant, parce qu'il y a des passages de rails, donc là il faudra être vigilant au passage justement de ces routes de cargo, c'est là où il y a le plus de déchets, de containers qui peuvent flotter. Très bien, merci beaucoup Gilda pour ces informations. En tous les cas, on souhaite que tout ça ne t'arrive pas et que tu aies une superbe, belle transat, et puis rendez-vous à l'arrivée. Salut. Nous, on se retrouve demain pour un dernier point sur la Transat Bretagne-Martinique. Allez, d'ici là, passez une belle soirée sur TBO.